Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jean-Marc Philippe, je suis médecin des hôpitaux et je m'occupe au sein du ministère de la Santé de la politique de lutte contre la mort subite. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de comment favoriser la déclaration sur la base nationale des défibrillateurs automatisés externes. Alors on verra ensemble comment utiliser les défibrillateurs pour lutter contre la mort subite, on parlera du cadre réglementaire pour répondre à cet enjeu de santé publique, on présentera la base de données nationale pour recenser l'ensemble des défibrillateurs automatisés externes. On dira quelques mots de cette loi importante pour protéger et encourager les personnes à réaliser les gestes qui sauvent. Alors d'abord, les défibrillateurs sont un dispositif essentiel pour la lutte contre la mort subite. Alors pourquoi agir contre la mort subite? Eh bien parce que malheureusement, à peine un citoyen sur 10 survit à un arrêt cardiaque, faute d'avoir bénéficié immédiatement des gestes qui sauvent d'une personne au moment où il va faire son arrêt cardiaque et d'avoir bénéficié d'une défibrillation, puisque l'on sait que l'arrêt cardiaque est le plus souvent lié à un trouble du rythme cardiaque. Donc le constat est terrible, puisque 40 000 à 50 000 arrêts cardiaques par an sont recensés, et on sait que l'utilisation précoce d'un défibrillateur automatisé externe augmente de 40% les chances de survie. Au niveau national, les pouvoirs publics se sont mobilisés, et dans le cadre du plan national de santé publique, on prévoit de former 80% de la population aux gestes de premier secours, et ça c'est important, et on forme pour cela tous les jeunes dans les écoles durant leurs études pour qu'ils puissent acquérir ces gestes. Mais bien évidemment, il y a tous ceux qui n'ont pas bénéficié de cette formation à l'école et qui doivent, il faut les encourager à le faire très régulièrement pour pouvoir améliorer l'intervention et ces gestes qui vont sauver. Et c'est aussi, comme vous l'avez vu, on a 40% de plus de survie si on utilise un défibrillateur, eh bien c'est d'améliorer l'accès aux défibrillateurs automatisés externes sur le territoire en favorisant leur géolocalisation et bien évidemment leur maintenance, puisqu'il faut que ces appareils fonctionnent quand on en a besoin. Alors c'est quoi un défibrillateur? Eh bien un défibrillateur, c'est un dispositif médical qui va contribuer à la réanimation des victimes d'arrêt cardiaque. Bien évidemment, il doit être accompagné d'un massage cardiaque, donc pour permettre au défibrillateur de continuer à augmenter, bien évidemment, les chances de survie. Mais il faut les deux, il faut le massage cardiaque externe et il faut le défibrillateur. Alors, il y a deux types de défibrillateurs. Il y en a qui sont semi-automatiques, c'est-à-dire que le défibrillateur, c'est un appareil assez simple à utiliser. Il va vous dire ce que vous devez faire. On va mettre les électrodes et puis il va identifier si le choc doit être délivré. Mais à ce moment-là, il vous demande d'appuyer sur un bouton dès lors qu'il a analysé qu'il fallait délivrer le choc. Et puis on en a qui sont entièrement automatiques, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à appuyer sur un bouton. Donc on trouve sur le territoire national les deux types de défibrillateurs. Et quel que soit donc ce type de défibrillateur, il va vous aider, c'est-à-dire qu'il y a une assistance vocale qui va vous expliquer quoi faire. Il va vous dire de faire le massage cardiaque, il va vous dire de vous éloigner de la victime, il va vous dire de positionner les électrodes, et c'est le défibrillateur qui fait le diagnostic et décide de délivrer le choc ou pas. Ce n'est pas la personne qui donc le décide. L'appareil est doté d'un algorithme qui va analyser le rythme cardiaque de la personne qui est inconsciente devant vous. Alors, qui peut utiliser un défibrillateur? Eh bien, dès 2007, on a autorisé par décret toute personne, même non médecin, à utiliser un défibrillateur dès lors qu'il est confronté à un arrêt cardiaque. Et comme on l'a vu tout à l'heure, accompagné du massage cardiaque, le défibrillateur, il va augmenter les chances de survie. Donc il est important que toute personne témoin d'un arrêt cardiaque, elle initie cette chaîne de survie que vous voyez dans ce bandeau bleu. C'est d'abord appeler les secours, le 15, le 18, le 112, pour dire, voilà, il y a une personne qui fait un arrêt cardiaque. Et quand on se forme, on apprend à reconnaître l'arrêt cardiaque. C'est une personne qui est inconsciente, et cette personne inconsciente, eh bien, quand on va la stimuler, eh bien, c'est qu'elle est en arrêt cardiaque, et dès lors qu'elle est inconsciente, qu'elle ne respire pas, eh bien, il faut commencer à faire ce massage cardiaque une fois qu'on a donné l'alerte. Et dès qu'on commence à faire le massage cardiaque, il faut que l'on cherche un défibrillateur. Il faut interpeller les témoins autour pour dire, voilà, allez chercher un défibrillateur. Et bien évidemment, pour trouver un défibrillateur, il faut savoir où ils sont. Et c'est pour ça qu'on va y revenir tout à l'heure, il faut qu'on puisse les localiser et que les services de secours aussi vont vous aider à les localiser pour qu'on le trouve, qu'on l'amène sur place, que vous l'utilisiez et qu'il puisse délivrer le choc et ainsi sauver. Et après, bien évidemment, les équipes médicales vont intervenir pour prendre en charge médicalement cette personne et continuer les soins à l'hôpital.
Alors tout ça, il y a un cadre réglementaire pour répondre à cet enjeu de santé publique qui a été établi et qui est important. En fait, tout a commencé avec une loi du 28 juin 2018 qui renforce le cadre réglementaire. C'est inscrit dans la loi pour à la fois équiper les établissements qui reçoivent du public et géolocaliser les défibrillateurs sur le territoire national. Alors bien évidemment, vous savez, la loi elle est suivie d'un certain nombre d'actes réglementaires. Il y a eu d'abord un décret qui a défini quels établissements recevant du public étaient soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur. Et puis ensuite, il y a un autre décret qui définit donc comment on va géolocaliser ces défibrillateurs par la constitution en fait d'une base de données nationale qui est portée par le ministère de la Santé. Et ensuite, on a produit des arrêtés, un arrêté qui définit la signalisation nécessaire pour que l'on puisse identifier que dans un bâtiment, on trouve un défibrillateur, et puis un autre qui définit qu'est-ce qu'on doit trouver comme données dans cette base de données sur les défibrillateurs, et qui va permettre de pouvoir favoriser cette déclaration des défibrillateurs. Puis enfin, il y a une loi importante. Cette loi, il en sera certainement question au cours de ce Secours Expo, qui est cette loi importante qui crée le statut de citoyen sauveteur en date du 3 juillet 2020 et qui est importante parce qu'elle favorise l'acte d'agir face à une détresse vitale et notamment un arrêt cardiaque. Alors cette loi du 28 juin dont on a parlé initialement, eh bien, elle définit 3 obligations. Une obligation d'équipement pour les établissements recevant du public, donc qui après est précisé par décret, j'y reviendrai, le renforcement de la signalétique pour qu'on sache que là, dans ce bâtiment, il y a un défibrillateur et qu'on sache le trouver, c'est-à-dire que, et puis on donne des conseils pour ne pas le mettre au fond d'un placard que personne ne va trouver, il faut qu'il soit dans un endroit que tout le monde va voir pour qu'on puisse l'utiliser, et pas perdre de temps. Et puis la création de cette base de données qui va être le fondement même de l'outil qui permet de trouver plus facilement ces défibrillateurs et notamment les services de secours, que ce soit les sapeurs-pompiers, que ce soit les SAMU, pour pouvoir guider aussi les personnes qui en ont besoin pour les trouver. Alors, qui doit s'équiper ? Eh bien, depuis le 1er janvier 2020, eh bien, ce sont des établissements recevant du public. Alors, il y a des catégories dans ces établissements. C'est des établissements qui, globalement, ont une capacité d'accueil de plus de 300 personnes qui doivent s'équiper. Et donc, ils le font. Ça a été largement fait. On en voit d'ailleurs beaucoup. On en voit sur les lieux publics. Regardez, ayez la curiosité de regarder. En général, ils sont signalés. Donc, ça permet de les voir. Et puis, à partir du 1er janvier de cette année, c'est les ERP de catégorie 4 qui donc vont devoir s'équiper. Et c'est en cours également. Ce sont des établissements plus petits. Et puis ensuite, à partir de l'année prochaine, du 1er janvier, eh bien, ce sont des établissements, on va dire, de plus petits et que l'on va cibler, particulièrement eu égard aux risques que l'on peut trouver dans ces établissements. On va trouver des structures d'accueil pour personnes âgées, des structures d'accueil pour personnes handicapées, des établissements de soins, notamment des centres de santé, les gares. On sait que statistiquement, c'est un endroit, que ce soit des aéroports, des gares, où vont se produire des arrêts cardiaques. Et puis, des endroits où on a, je dirais, des risques d'arrêt cardiaque accrus. C'est les hôtels-restaurants d'altitude, les refuges de montagne. Pourquoi ? Parce qu'on fait un effort, c'est en altitude, il y a un peu moins d'oxygène, donc on oxygène moins bien son cœur et il peut souffrir. En général, on a fait aussi un effort pour arriver jusque-là. Et puis surtout, ces établissements, ils sont loin des secours. Et donc, il faut qu'on puisse agir le plus rapidement possible. Et enfin, malheureusement, on a un nombre d'arrêts cardiaques qui est lié à la pratique sportive qui est important. Et de ce fait-là, les établissements sportifs sont tenus de s'équiper d'un défibrillateur. Alors, ça, c'est une liste, mais ça ne couvre pas l'ensemble des endroits où on risque de faire un arrêt cardiaque. Vous savez qu'une grande partie des arrêts cardiaques surviennent à domicile. Donc, on pourrait tout à fait imaginer d'installer des défibrillateurs dans des immeubles d'habitation collective. Pour l'instant, je dirais qu'on laisse la liberté à chaque syndic, à chaque copropriétaire de s'équiper de ces défibrillateurs. Et toute personne qui n'est pas concernée par cette liste, elle est tout à fait libre d'installer un défibrillateur et de contribuer ainsi à sauver des vies.
Alors, où on doit installer les défibrillateurs? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que ces défibrillateurs, on puisse les trouver facilement. Donc, on recommande d'installer les défibrillateurs de préférence en extérieur pour qu'ils soient accessibles en dehors de la fermeture des établissements concernés. On en voit des fois à l'extérieur, par exemple sur une façade d'une mairie. Il y a des villes aussi qui les installent à l'extérieur. C'est le choix, par exemple, de Paris, qui a installé, notamment en face des pharmacies, des défibrillateurs pour qu'on puisse associer. On sait que s'il y a une pharmacie, on va trouver un défibrillateur. Donc ça, c'est extrêmement important et ça permet de les trouver. Et ils sont en général facilement identifiables. Et puis, bien évidemment, c'est un matériel électronique, il faut le protéger. Donc, il y a des conditions aussi de température. Et donc, c'est quelque chose qui nécessite une protection pour pouvoir trouver un défibrillateur qui soit en bon état de marche quand on en a besoin. Alors, bien évidemment, si, par exemple, moi, je suis maire d'une commune et je cherche où installer mon défibrillateur, je peux m'adresser au service d'urgence, au service de secours, je peux demander aux sapeurs-pompiers, je peux demander au SAMU, de me conseiller pour savoir l'endroit où il sera le plus efficace. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Et tous les collègues des services de secours et d'aide médicale urgente seront bien volontiers conseiller l'ensemble des acteurs. Alors, bien évidemment, quand j'ai un défibrillateur, quelles sont mes obligations? Bien, vous l'avez vu, j'ai d'abord une obligation de le signaler. Et vous reconnaissez ces petits logos, un DAE, c'est les logos des défibrillateurs, c'est une norme européenne. Et alors on le trouve en anglais, c'est AED, et chez nous c'est DAE. Bien les deux se retrouvent des fois, on a, on va dire, l'acronyme en deux langues. Et cette signalétique, elle permet de le trouver avec des flèches qui permettent de savoir où se diriger pour trouver le défibrillateur. On a aussi une obligation de maintenance. C'est un dispositif médical et tous les dispositifs médicaux, ils sont soumis à une obligation de maintenance. Et le propriétaire du défibrillateur, qu'on appelle dans notre jargon l'exploitant, il doit maintenir son défibrillateur. C'est pas très compliqué, il suffit de le surveiller parce que ces appareils sont très intelligents, ils nous disent quand ils marchent ou qu'ils ne marchent pas. En général, quand ça clignote rouge, c'est que ça marche pas, quand ça clignote vert, c'est que ça fonctionne, et c'est relativement simple. Encore faut-il aller le voir régulièrement et d'organiser cette maintenance. Il faut aussi changer les électrodes régulièrement, changer les batteries aussi. Donc il y a tout un processus de maintenance qui est défini par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. On peut trouver sur le site toutes les dispositions à prendre pour maintenir son défibrillateur. Et puis des fois, les propriétaires achètent un contrat de maintenance quand ils achètent un défibrillateur, et donc le mainteneur, il fait le travail de la maintenance pour le compte de l'exploitant, et c'est extrêmement important. Et puis la troisième obligation, c'est de le déclarer. Et puis tout propriétaire de défibrillateur doit le déclarer sur la base nationale de données, ce qui va permettre à tous ceux qui mettent à disposition cette donnée, notamment des applications qu'on peut trouver sur smartphone, sur plein d'autres choses, mais surtout les services de secours, de pouvoir guider en disant là, vous appelez pour un arrêt cardiaque, au coin de la rue, vous avez un endroit où vous allez trouver le défibrillateur. Allez-y. Et donc, c'est là que vous allez envoyer quelqu'un en disant allez vite me chercher le défibrillateur, il est là, et ça permet de le trouver facilement. Même les services de secours, ils appellent. Les collègues des pompiers de Paris ont fait un travail extraordinaire où ils appellent l'endroit où il y a le défibrillateur en disant voilà, quelqu'un va venir récupérer le défibrillateur, donnez-lui, comme ça on gagne quelques minutes. Toute minute sauvée, c'est de la vie gagnée. Alors comment on répond aux obligations de maintenance? Ce que je vous ai dit, c'est globalement simple, c'est batterie, électrode. Il y a des choses à vérifier. Si effectivement le défibrillateur est en état de marche, il le signale. Et donc, bien évidemment, il faut qu'on le maintienne, parce qu'un défibrillateur qui ne marche pas, ça ne sert à rien. Et ce serait dommage de louper le fait d'agir, de sauver une vie, parce qu'un défibrillateur ne fonctionne pas. Donc, c'est très important d'assurer cette maintenance. Elle n'est pas très compliquée. Elle est accessible à tous. Et c'est quelque chose de tellement valorisant de contribuer à cette mission de sauver des vies que c'est important à pouvoir faire. Alors les obligations de signalétique, j'en ai parlé. On trouve sur le site du ministère de la Santé tous les éléments sur cette signalétique. Ce que l'on a rajouté dernièrement, c'est cette petite étiquette avec ce bandeau rouge qui est important parce que ça permet à un citoyen qui
se trouve face à un défibrillateur et qui voit que le défibrillateur clignote rouge pour indiquer qu'il ne marche pas, de pouvoir le prévenir. Et ça, c'est important parce que il y a une action citoyenne essentielle. On est tous acteurs de cette lutte contre l'arrêt cardiaque. Et si vous avez la possibilité de prévenir un propriétaire de défibrillateur en disant voilà, moi je suis passé devant, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas ou qu'il avait disparu parce que malheureusement, eh bien, il y a des fois où il y a des vols, ce qui est une bêtise, mais de voler quelque chose qui est aussi utile, surtout que ça ne sert pas à autre chose que de sauver des vies par l'arrêt cardiaque. Des fois, il y a des détériorations. Donc, c'est pouvoir prévenir qu'il se passe quelque chose et de bien évidemment de pouvoir faire quelque chose, de le remplacer et de le réparer le cas échéant. Alors là, j'en viens à la base de données. Je vous ai dit qu'il fallait qu'on le déclare. Eh bien, cette base de données nationale, elle recense l'ensemble des défibrillateurs. Elle a 4 objectifs. C'est diffuser, mettre à disposition la donnée sur la géolocalisation des défibrillateurs pour bien évidemment faciliter la prise en charge des arrêts cardiaques. C'est détenir une donnée de qualité et fiable, c'est-à-dire globalement de pouvoir dire si le défibrillateur il est accessible en permanence ou s'il est dans un bâtiment qui est fermé à certaines heures. C'est aussi de pouvoir avoir une donnée de qualité qui permette de pouvoir avoir également tout un tas d'informations qui vont être utiles pour les personnes qui vont en avoir besoin. C'est aussi permettre aux exploitants de répondre à l'obligation légale, c'est-à-dire que c'est la loi qui l'impose et c'est important de pouvoir faciliter cette déclaration. Et encore, c'est de créer cet effet d'entraînement, de mobiliser les initiatives citoyennes pour là aussi sauver des vies, et c'est extrêmement important. Avec les données de la base, on peut mettre à disposition ces données. Il y a plein d'applications qui sont extrêmement intéressantes, qui mettent en relation ceux qui savent faire les gestes de secours et l'information sur les défibrillateurs, et ça c'est extrêmement important. Alors, la base de données, pourquoi on le déclare? Eh bien, on l'a vu, c'est de respecter ses obligations réglementaires, c'est de s'intégrer aussi dans une démarche de citoyen, une démarche sociétale sur les enjeux de santé publique et de contribuer activement à l'augmentation des chances de survie. Je vous ai dit on arrive péniblement à 7% de survie sur l'arrêt cardiaque. Il y a des villes, on parle souvent de Seattle, qui est un exemple, qui a réussi à monter beaucoup plus haut, à quasiment 20-30% dans certains endroits. Quand on sera tous formés à faire les gestes de secours et qu'on agira et on saura où trouver le défibrillateur, eh bien, on aura la possibilité d'augmenter cette survie. Et ça, c'est vraiment notre objectif. Et bien évidemment, il faut qu'on permette d'initier cette chaîne de survie de façon efficace pour pouvoir sauver des vies. Alors, comment répondre à cette obligation? Bien, c'est très simple. On a un portail de déclaration avec le lien qui figure sur cette diapositive et qui permet, en cliquant dessus, de déclarer son défibrillateur. Et une fois inscrit et connecté, eh bien, on déclare et comme ça, la donnée, elle est fiabilisée et elle est mise à disposition de tous. Alors, je termine sur cette loi importante, mais je pense que vous aurez l'occasion d'en parler au cours de ces jours de ce colloque. C'est cette loi importante pour protéger, encourager les personnes à réaliser les gestes qui sauvent. Elle est essentielle parce qu'elle permet, cette loi du 3 juillet, de créer un statut de citoyen sauveteur. C'est-à-dire que toute personne portant assistance de manière bénévole, bien intentionnée, et ce qui est le cas de tous ceux qui agissent, eh bien, va permettre de considérer qu'on ne peut pas leur reprocher des gestes malheureux. Souvent, la personne, elle n'ose pas agir. Combien de fois on a vu quand on arrive en intervention médicale sur un arrêt cardiaque, l'alerte a été donnée, mais il n'y a pas eu d'action parce qu'on avait peur de faire mal, parce qu'on avait appris à faire les gestes, mais on s'en souvenait plus. On ne fait jamais plus de mal qu'une personne qui va mourir si on ne fait rien. Et c'est ce principe que cette loi porte. Et c'est essentiel parce que on présume de la bonne assistance qui va être donnée dans ces cadres-là. Et ça va permettre
d'atténuer la responsabilité pénale, parce que c'est souvent quelque chose qui fait peur. Ça exonère le citoyen sauveteur des responsabilités civiles pour le préjudice qu'il pourrait causer à la victime. Et encore une fois, le fait de faire quelque chose va sauver la vie, le fait de ne rien faire condamne la personne inexorablement à une mort certaine. Et aussi, c'est important de sensibiliser à la reconnaissance des signes d'alerte de la mort subite par la formation, et cette loi elle instaure même une journée nationale de lutte contre l'arrêt cardiaque et la sensibilisation aux gestes qui sauvent. Elle va inciter à se former tout au long de la vie professionnelle notamment, c'est important, et je trouve que c'est une avancée majeure, cette loi pour la lutte contre la mort subite. Je vous remercie de votre écoute et nous aurons l'occasion d'échanger puisqu'il y aura un petit temps d'échange qui sera organisé à un autre moment de ce colloque. Merci à tous et à toutes.